Bonjour à tous. Mon nom est Élise Gagnon. Je suis étudiante en psychoéducation à l'Université Laval. J'ai travaillé à l'organisation de ce colloque avec ma collègue Mathilde Moffett-Bourassa. Puis on était sous la supervision de Mme Isabelle Fortin-Dufour, professeure à l'Université Laval. Alors, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter les conférences auxquelles nous aurons la chance d'assister. Puis, premièrement, bienvenue à ce deuxième bloc de conférences sur le colloque sur l'abandon des carrières criminelles. Tout au long, dans le fond, de l'organisation du colloque, on a quand même eu différents défis auxquels on a dû faire face. On est vraiment contente que ça ait fonctionné quand même pour vous le présenter aujourd'hui. Nous vous remercions tous pour votre présence et particulièrement nos conférenciers invités qui partageront aujourd'hui les résultats de leur recherche qui ont tous été publiés dans la revue de criminologie. Puis, ces articles sont aussi tous disponibles en ligne. Alors, avant d'inviter notre première conférencière, laissez-moi vous donner quelques informations. Notamment, on vous demande de fermer le micro de votre appareil électronique pour que ce soit plus facile dans la gestion. Et on vous demanderait aussi d'avoir les caméras ouvertes pour que ce soit un peu plus convivial. Puis, comme mentionné précédemment, ce bloc de conférence est enregistré pour pouvoir le rendre accessible au grand public. Alors, merci beaucoup de votre collaboration et surtout de votre présence. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter notre première conférencière de la journée qui s'adressera à vous en anglais. Alors, c'est professeure Rebecca Stone. Alors, Rebecca Stone est professeure adjointe de sociologie et de justice pénale à l'Université Suffolk à Boston. Le programme de recherche principal de Dr. Stone concerne le chevauchement entre la justice pénale et la santé publique, avec un accent particulier qui est mis sur les inégalités entre les sexes, l'ethnie et les classes sociales. En particulier, elle s'intéresse au fait que les femmes s'éloignent de la criminalité et de la consommation de drogue en tant qu'un processus de transformation interne ou de changement d'identité. Puis sur le plan méthodologique, elle emploie des méthodes qualitatives, dont la narratologie, les entretiens approfondis sur l'histoire de vie et la recherche participative communautaire. Alors, merci Rebecca Stone. Et maintenant, ma collègue Mathilde Moffett-Bourassa va vous présenter les informations qui viennent d'être mentionnées en anglais, entre autres pour Mme Stone aussi, et les différents participants qui parlent anglais. So, hi everyone, my name is Mathilde Moffett-Bourassa. I'm studying at Laval University in psychoeducation. I have been involved with my peer Élise Gagnon in the organization of this symposium. We have worked under the supervision of Professor Isabelle Fortin-Dufour. It is my great honor to introduce this conference today. First, we would like to welcome you to the second session of this online international congress on assisted desistance. The organization of this symposium has faced many challenges. We are proud to have found solutions. We thank you all, and in particular our guest speakers who will share with us the results of their research work. These works are all published in the last edition of the Journal of Criminology. They're all available online. Before inviting the first speaker, let me give you some information. Today we will have 3 consecutive presentations. 1 question per period will take place at the end of these 3 conferences. During the presentation, we ask you to mute your microphone. We would appreciate that you keep your cameras open. As we mentioned previously in the communication, this session is recorded and will be available later. Thank you very much for your collaboration and your presence. Without further ado, I will present our first speaker, Professor Rebecca Stone. Rebecca Stone is an assistant professor of sociology and criminal justice at Suffolk University in Boston, Massachusetts. Dr. Stone's primary research agenda concerns the overlap between criminal justice and public health, with a specific focus on gender, race, and class inequalities. In particular, she is interested in women's movement away from criminal offending and substance use as process of internal transformation or identity change. Methodologically, she employs qualitative methods including narratology, in-depth and life history interviewing, and community-based participatory research. Now, please welcome Professor Stone. Okay, so I'll go ahead and share my screen. Does that look good?
Okay, great. Hi, everyone. Thank you for the opportunity to speak to you today. I apologize that I can't speak to you in French. I'll have to practice that. But today I'll be discussing my research on assisting desistance for pregnant and parenting women. So as many of you probably know, assisted desistance describes an orientation in which desistance is a process of human development that for most unfolds naturally over time with or without professional help. But a professional like a parole officer can assist in the desistance process by providing gentle social control, helping to increase self-confidence and self-efficacy, and supporting someone's sense of ownership of their own future. This approach is consistent with Fergus McNeil's desistance paradigm and also with the conceptualization of desistance as having primary, secondary, and tertiary stages. So under this conceptualization, primary desistance is the initial lull or gap in a pattern of offending. And in time, people might move from primary desistance, characterized by the initial behavioral change, to secondary desistance, which is characterized by changes in their identity and personal narratives about themselves. And then finally, McNeil has described a tertiary stage of desistance, which is characterized by changes in one's sense of belonging in a community and how one is seen by others and sees their place in society. So at this stage, assisted desistance might focus on creating opportunities for the person to give back through participation in group activities or to be recognized for their transformation. So traditionally, correctional supervision has focused on developing human capital, or the habits, knowledge, and skills that usually facilitate paid employment, right? Participation in the paid labor force. Farrell has observed that many current interventions and practices offer little in the way of supporting the development of social capital, which emerges from relationship networks that facilitate transmission of knowledge, advice, opportunities, behavioral norms and expectations, and mutual trust and recognition, which can be a really important contributor to identity verification, which is when someone sees you the way that you see yourself, right? So you have a matchup. And this identity verification can be a source of increased self-esteem and efficacy, which is really important for desistance. Importantly, the relationship between human and social capital is synergistic, where having one can increase accumulation of the other and facilitate fuller participation and inclusion in society, which, as I just mentioned, would be a defining characteristic of tertiary desistance. But what's missing from a lot of these discussions is a specifically gendered focus. So what does accumulation of human and social capital look like for women, especially women experienced with substance dependence or criminal offending? Justice-involved mothers are more likely than fathers to live with their children and to be single parents. And the reality of being a primary caregiver for minor children is that women may need to prioritize caregiving over paid work, in which case employment would probably play a less influential role in women's desistance than for men. Even when employment is highly valued and could play an important role in desistance, it's particularly difficult for women with children to gain access to meaningful work due to inconvenient or highly irregular schedules and lack of reliable childcare. Becoming a mother can also impact women's engagement in social life, as anyone who has become a mother might have experienced, as the demands of caring for infants and young children mean less time to spend with peers. And women who have experienced substance use or who have histories of breaking the law might not be accepted into typical networks that exist as sources of support for mothers. Finally, justice-involved women are often balancing their motherhood responsibilities with their own histories of trauma and substance use. So Feminist Pathways research has a long history of highlighting the complex relationship between women's experiences of child and adult trauma, often at the hands of their families and intimate partners, and their mental health difficulties, substance use, and their criminal offending. So the current inquiry examines social and human capital and life changes in a sample of 28 pregnant or parenting women with histories of substance dependence and criminal offending. Most women in this study were not engaged with formal correctional supervision with probation or parole services at the time of their interviews. So as a community sample, their experiences provide an opportunity to look at their motivations and processes that existed largely outside formal supervision.
because some women in this study did experience primary, secondary, or tertiary desistance without periods of lengthy incarceration or community supervision, their experiences can tell us a lot about how their life transitions were initiated and supported or not supported outside of the supervision system. So I conducted in-depth interviews with 28 pregnant or parenting women as part of a larger project, and women had histories of illicit substance use and criminal offending. Recruitment and interviewing took place in late 2013 and early 2014. Participants were recruited from a small city in the Midwestern United States, and so I'll be talking about some social factors that are probably specific to the United States that might not be the situation in other parts of the world. They were selected through a targeted purposive sampling procedure. Most women reported lifetime use of a variety of different substances, but identified 2 or 3 that they use most often. The most common substances used were opioids, which included heroin as well as prescription painkillers. Somewhat less common was the use of cocaine, benzodiazepines like Xanax, and methamphetamine. 10 women also reported very heavy alcohol use, some drinking in excess of what we call a fifth, or 750 milliliters of liquor each day. Their law-breaking activity was self-reported and did not always result in arrest or conviction. So in some cases, the offenses were not known to the police, or a co-offender took responsibility. The most common offense types were larceny theft, selling stolen property, check, bank, or retail fraud, assault and battery, prostitution, and offenses related to possession and sale of controlled substances. The transcribed interviews were coded according to the flexible thematic coding techniques described by Dederding and Waters in their 2018 article, and guided by the concepts of human and social capital that have been used in prior desistance research. So the sensitizing concepts of human and social capital and their relationship to assisted desistance were used as a jumping off point for deeper analysis of the meaning of the interrelationship of these concepts in the lives of substance using mothers. So in this way, I was able to uncover themes relating to social capital through peers, families, and romantic partners, and human capital from education and employment, training, or participation. So when it comes to women's development of social capital through their peer networks, 7 women did mention the role of peers in their lives, but never in a positive way, never positively associated with their desistance efforts. For women in this study, peers mostly represented a source of encouragement or pressure to use drugs or break the law. And this might reflect a crucial difference between bonding and bridging social capital in women's lives. Women had bonds within their marginalized communities, but they lacked bridging connections that would help them move on from their current circumstances. In fact, in an effort to protect themselves from negative influences, especially once they became mothers, women were more likely to cut ties with people than to create them. So Chloe had been hanging out with a group of people who were involved in substance use, drinking alcohol, using drugs. And when she became pregnant, she said, once in a while they would come and visit me and stuff at home, but I really didn't hang out with them like that because I know that's what they're around and I didn't want to be around that stuff. So isolation from peer networks was a common strategy for women trying to change their behavior. And this type of self-binding might help an individual desist from offending, but it can also cut off important sources of material and social support and limit opportunities for new relationships. None of the women who described isolating themselves talked about making any new friendships to replace the ones that they had cut off. And this is perhaps unsurprising because, as I mentioned, I think motherhood can be a profoundly isolating experience for anyone. And it was particularly exacerbated by the economic and social marginalization of the women in this study. When it comes to families, for some women in this study, family support was very beneficial, especially when support came in the form of safe and stable housing, help with transportation and childcare, or direct financial assistance, so just giving them money. Nicole was able to give her mother custody of her first child and keep her out of the foster care system, because if she had entered the foster care system, there was a possibility that her time there would run out and she would be formally adopted by someone else. So she was able to keep her daughter in her life by giving her to her mother. At the time of the interview, she lived in her mother's house with her mother,
her older child, who was still in her mother's legal custody, and her new baby. And when her mother bought a new car, she gave her old car to Nicole, which gave her transportation to get to different treatment programs and job training and things like that that were really helpful. So at the time that I spoke to her, Nicole was really thriving, thanks in part to her mother's support. And she said, I had people to support me, so that was good, because I know there's a lot of people that don't have anybody. Their whole family has disowned them, and I feel terrible for them. Another one of my favorite stories from this theme was Tanisha, because her story perfectly illustrates the role of family support in all stages of desistance. So Tanisha had run away from home as a teenager and spent time living on the street, using cocaine and engaging in survival sex work. And when her mother won some money in a lawsuit, she told Tanisha that if she would come home and go to substance use treatment, she would use the money to support her. And so Tanisha said, she stayed by me, she coached me, she paid for me to get my hair and nails done so I look like something else. And I had never looked like that before. She bought makeup, she bought me towels. I didn't know I was worth all this. She set it up so I didn't have to go out there and look for anything. So in addition to providing support so Tanisha didn't feel the need to go looking for anything, her mother also trusted her, which was hugely important and validating to Tanisha. She said she was trusting me with money and stuff, more money than I had ever been trusted with. It was different. That was a new feeling for me. What really made the difference was my mom's support. So her account demonstrates primary desistance when she first moved home and decided to give treatment a shot, right, to give it a chance. Then her identity transformation, which was facilitated by her mother's material and emotional support, confirming to her that she was this type of person. And then finally, tertiary desistance, when Tanisha was invited to share her transformation story with a group of young women and be a role model for the change that she had been through. But few women in this study had families who were able to provide the type of support that set Tanisha on her path. For women from so-called empty families characterized by substance dependence, incarceration, and mental illness, reconnecting with their families usually led to relapse or to reoffending. In one woman's own words, my mother was my biggest trigger, suggesting that attempts to access social capital through family reunification are limited to women with families that can offer support, and that this option should be explored with great care, that they're not the same relationships that put women on their pathways to offending in the first place. When it comes to romantic partners, only 3 women explicitly linked their recovery and desistance from offending to support from romantic partners. And this was largely in situations where women had already entered into primary or secondary stages of desistance prior to meeting these men. The common thread between them was that their relationships gave them a feeling of being accepted and loved by their partners, who they felt shared their values and goals, especially their visions of a future where they had marriage, stable homes, and were raising children. Unfortunately, a much more common and recurring theme in women's narratives was the role of intimate partner violence, especially in relation to substance use. 13 of the 28 women in this study mentioned severe partner abuse that interfered with their desires to stay out of contact with the criminal justice system or stop using illicit substances. The violence that they experienced was linked to their feelings of worthlessness, hopelessness, and personal failure. So when asked about her greatest failure or regret, Tamara said, letting a man get me to the point where I don't have my kids, and I should have done more not to let something like that happen. I could have left him, indicating that she blamed herself even though she had previously explained that the abuse continued because her boyfriend controlled the family finances and kept her dependent on him. The clear theme through these accounts of violence is the lack of hope, hopes that the violence would end and that they deserved something better. Hope and hopelessness have been linked to offending and reoffending in general, but we really need more investigation of the link between partner violence, emotions like hopelessness, and implications for women's desistance, especially when we think about theories of desistance that depend on a person's ability to imagine a better future or future situation for themselves. Intimate partner violence could really interfere with that. And then finally, on human capital, education, and employment. Education and employment both held highly symbolic and instrumental value for women in this study, and they talked about how important it would be to them to complete their high school equivalency program, which is called the GED here, or to attend college and have a stable career.
Not achieving these things was a big source of feelings of failure for people in the study. So Deborah said, I don't know why I dropped out. I don't even like thinking about it. She felt like people used her lack of education against her and looked down on her. And she was also embarrassed that someday her daughter might bring home homework and she wouldn't know how to help her with it. And that would be really embarrassing for her. Women were also unprepared for educational programs. So one woman who was working in a GED program explained that the programs are not written for students that aren't coming in with at least an 8th grade level. And most of the students coming to us aren't anywhere close to that. As you might imagine, having young children was a huge barrier to employment, especially meaningful employment. So one woman named Danielle had been able to get a job in construction. And she said, I loved it. It helped make me healthy again. Your muscles build back up. I was working from like 6 a.m. until 7 p.m. I was exhausted. But when I was done, we had these completed projects and I would look at it like, oh my God, I did that. This is so cool. And when I asked her if she was going to go back and do that work again once construction season started, she said she basically couldn't because she couldn't find childcare because they would get up at 5 in the morning and work until 7 at night. And she couldn't get daycare for those hours. So even though this work was meaningful, lucrative, right, it was good, it's stable money, it would be available to men like Danielle, but it was not available to her because she had these childcare duties. Criminal records also stood between women and meaningful work. Several women in the study wanted to pursue careers in nursing, especially hospice care for elderly or terminally ill patients, and that was very meaningful to them. But they knew that with their criminal records, they would not be able to get into these educational programs or qualify for professional licensing. So in conclusion, we looked at social and human capital and their relationship to women's desistance. Peer networks were absent or where present were described as negative influences. Families could be a source of transformative social capital, but a lot of women didn't have these kinds of resources in their families. And when women did find supportive new partners, that was also helpful. But what was far more prominent in the interviews was this experience of intimate partner violence. So we need to look at these things from a gendered perspective and think about assisted assistance in the form of more accessible childcare, education and training, and building bridging networks to give women access to new communities. Thank you. Thank you, Professor Stone, for your excellent presentation. We will now proceed with the next conference of Professor Frédéric Ouellette and Marie-Ève Dubois. Frédéric Ouellette is a professor at the School of Criminology since December 2012 and a regular researcher at the International Center for Comparative Criminology. His research focuses on criminal career. It seeks to place the criminal in his offending trajectory and thus to better understand what dedicate criminal activities. He's interested in the parameters, frequency of crimes committed, criminal performance, seriousness, habits of co-delinquency, desistance, etc., that characterize this trajectory. His work is carried out from the perspective that crime is an event that fits into a sequence and a context. They examine the static, individual characteristic and dynamic, life circumstance, factors that influence criminal trajectory. Ouellette is accompanied by Marie-Ève. Marie-Ève Dubois is a doctoral student at École de Criminologie of Montreal at the University of Montreal. Her thesis seeks to understand how the conventional and criminal trajectory of individuals affect their process of desisting from crime. Frédéric's been bumped up. Yes, I can. So I suggest that while he's trying to come back, we're gonna start with Catherine, if you don't mind. Sorry about that, guys. Okay, so just one second. Je vais présenter en anglais Mathilde Catherine, puis après je la présente en français. Okay, so now we would like to introduce you Catherine Arsenault.
She's a psychoeducator by training. She is a professor at the School of Criminology at the University of Montreal. Her field of interest concerns drugs addiction, delinquency, the link between these two issues, the desistance of crime, and the transition to adulthood. Her interest in clinical intervention shapes all of her research project. She is with Isabelle Fortin-Dufour. She has a PhD in social work. She is an associate professor in psychoeducation at Laval University. Her research interests are centered around the analysis of the process leading to desistance from crime in both adolescent and adult populations. She is the co-editor of the special issue on assisted desistance for the revue Criminologie. She is also the lead organizer of this conference. Alors, Catherine Arsenault est psychoéducatrice de formation. Elle est également professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Ses champs d'intérêt concernent la toxicomanie, la délinquance, les liens existants entre ces deux problématiques, le désistement du crime et la transition à la vie adulte. Son intérêt pour l'intervention clinique teinte l'ensemble de ses projets de recherche. De son côté, Isabelle Fortin-Dufour est professeure en psychoéducation à l'Université Laval. Elle a son doctorat en travail social. Elle a été la co-directrice pour la parution de la revue de la criminologie, le numéro dans le fond spécial sur le désistement. Ses champs d'intérêt sont sur le désistement et le désistement assisté auprès des adultes et jeunes adultes. Elle est la principale organisatrice de ce colloque sur l'abandon des carrières criminelles. Alors, nous écoutons. OK. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le point de vue de jeunes adultes, donc de 16 à 35 ans, sur les interventions socio-pénales qui ont facilité leur réinsertion sociale. Les résultats que je vous présente s'inscrivent dans un programme de partenariat, le Réseau 1635, qui est dirigé par Natacha Brunel et Daniel Bellemare. Ce partenariat-là regroupe 16 chercheurs qui proviennent de 5 universités et qui collaborent également avec 22 milieux d'intervention. Le partenariat réseau vise à saisir et à soutenir les processus de réintégration socio-communautaire des jeunes adultes judiciarisés de 16 à 35 ans. Pour y arriver, il y a 3 axes de recherche qui sont déployés. Le premier axe se concentre sur la perception des jeunes adultes judiciarisés. Le deuxième axe se concentre quant à lui sur la perception des prestataires de services. Et le troisième axe, qui consiste en fait à la mise en place d'un projet pilote, fait vraiment la jonction entre l'axe 1 et l'axe 2 en unifiant la perception des jeunes et des prestataires de services pour arriver à offrir une action intersectorielle. Alors, les résultats de la présentation d'aujourd'hui sont issus de l'axe 1 de ce projet. Alors, le contexte, je ne reviendrai pas en détail, là, Madame Stone l'a déjà fait dans sa présentation sur le désistement primaire, secondaire et tertiaire. Retenons seulement que c'est un processus, le désistement est un processus qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il est possible de parcourir simultanément ou traverser simultanément plusieurs stades ou encore de revenir dans un stade antérieur. C'est aussi un cheminement, un processus qui est vraiment parsemé d'obstacles. Par exemple, l'incapacité à atteindre les buts qu'on s'est fixés, les buts qu'on souhaite atteindre, des difficultés à intégrer de nouveaux groupes sociaux ou différentes sphères sociales plus positives. Alors, dans ce chemin parsemé d'embûches, il devient vraiment nécessaire d'avoir du soutien. Alors, d'où l'importance d'avoir des acteurs de soutien social, qu'ils soient informels ou formels, pour venir en aide aux jeunes dans cette transition-là. Alors, l'étude, les résultats que je vous présente aujourd'hui visent à répondre à 3 questions. Donc, dans un premier temps, quels acteurs sont intervenus dans la trajectoire des jeunes adultes judiciarisés? La deuxième question, à savoir à quel moment du parcours ils sont intervenus et finalement, quelles ont été les actions les plus significatives du point de vue des jeunes.
Alors, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. L'axe 1 du partenariat réseau s'intéresse à la perception des jeunes adultes judiciarisés. On a rencontré dans le cadre de cet axe-là 146 jeunes qui ont été en contact avec le système judiciaire ou correctionnel au cours des 2 dernières années. Les jeunes proviennent de 3 régions principales, donc Québec, Montréal et la Mauricie, centre du Québec. Il y a différentes techniques là, de recrutement qui ont été mises en place, des affiches promotionnelles par exemple, mais le principal vecteur, c'est vraiment de passer par des intervenants. On l'a dit tout à l'heure, il y a 22 milieux d'intervention qui sont impliqués dans le réseau. Alors, c'était de passer par des acteurs, des intervenants recruteurs, que ce soit là, dans les services pour les jeunes contrevenants, en justice réparatrice, dans les services correctionnels, maisons de transition, centres de réadaptation en dépendance, bref, tous les services là, qui offrent de près ou de loin des services aux jeunes adultes. Alors, l'échantillon est majoritairement masculin, donc 78 % d'hommes, et l'âge moyen est de 25 ans. Les résultats que je vous présente aujourd'hui concernent les 47 premiers entretiens qui ont été réalisés et analysés sur l'ensemble des 146. Il s'agit donc d'analyses préliminaires. Dans le cadre de l'entretien semi-dirigé, 4 grands champs ont été abordés, à savoir la trajectoire psychosociale et déviante des jeunes adultes, les différents services qu'ils ont reçus, leur perception par rapport à leur parcours et leur opinion sur ce qui a été ou ce qui serait le plus aidant pour eux pour faciliter leur décision. Je passe là, assez rapidement là, tout ce qui est la technique d'analyse, puisque c'est somme toute assez classique. Donc, on a retranscrit les verbatims. J'attire votre attention sur les accords interjuges. Vous l'avez vu, là, le partenariat, c'est un programme d'envergure. Alors, beaucoup d'acteurs impliqués, beaucoup d'assistants de recherche. Alors, on n'a pas lésiné sur les accords interjuges. On en a fait plusieurs pour s'assurer là, vraiment d'une uniformité dans la codification. Et donc, on a fait une analyse de contenu thématique. Les résultats que je vous présente aujourd'hui se distinguent. Donc, on l'a dit tout à l'heure, une des questions à laquelle on souhaite répondre, c'est à quel moment les gens interviennent. Alors, on va y aller par stade de désistement du crime, donc le désistement primaire, secondaire et tertiaire. L'autre question était aussi de savoir quels acteurs sont intervenus. On se rend compte que c'est majoritairement la famille et l'entourage, d'une part, et d'autre part, les intervenants. Et de quelle façon est-ce qu'ils sont intervenus? C'est ce qui fera l'objet de la présentation. Alors, en ce qui concerne la famille et l'entourage, au moment du désistement primaire, il y a 3 rôles principaux. Le premier rôle, le premier impact que la famille a, c'est vraiment d'aider le jeune qui, lui, se retrouve à ce moment-là souvent entre 2 mondes. Entre le monde des contrevenants, qu'il connaît très bien, qui est vraiment sa zone de confort, si je peux le dire ainsi, et celui des citoyens, qui connaît un peu moins bien. Pour eux, c'est souvent à ce moment-là difficile de savoir où se situer, vers quoi se tourner. Alors souvent, les membres de la famille vont jouer un rôle pour aider vraiment le jeune à entrevoir ce qu'il pourrait faire pour modifier leur trajectoire. Ici, il y a une citation qui est, à mon avis, un peu crève-cœur, mais très, très révélatrice. Un jeune qui dit que sa mère lui a dit « S'il te plaît, force-moi pas à te sortir de ma vie, ça me tuerait ». Alors, on voit toute l'importance que les membres de la famille peuvent avoir dans la prise de décision du jeune. Le fait de se réinsérer socialement pour les jeunes peut être aussi un moyen à privilégier pour renouer avec quelqu'un ou pour conserver ou encore améliorer une relation qui est importante. Souvent, les jeunes vont parler de leur enfant, ne pas vouloir que leur enfant vive dans ce milieu-là ou les voit de cette façon-là. Alors, ça peut être un incitatif pour se tourner, pour poursuivre leur trajectoire de désistement. Pour d'autres, oui, le choix de se désister est fait, mais ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas vers qui se tourner, vers quelles ressources aller. Alors, les membres de la famille et de l'entourage ont souvent un rôle ici là, de guide, que ce soit en faisant eux-mêmes des recherches, en usant de leurs propres contacts ou encore en faisant les premiers pas, en accompagnant le jeune adulte dans ses premiers pas, que ce soit en allant visiter des ressources, en faisant les premiers appels, bref, de vraiment là, guider le jeune dans sa trajectoire vers les services.
Toujours dans le cadre du désistement primaire, les intervenants ont également un rôle important. Le premier est d'arriver à référer le client vers le bon service. Alors souvent, on a des jeunes, par exemple, qui vont se présenter un service, mais par exemple, je vais parler de la consommation parce qu'il y a quand même plusieurs de nos jeunes là, de l'échantillon qui ont des problèmes de consommation. Bien, l'intervenant est capable de diriger vers nos ressources susceptibles de l'aider en ce sens-là. Alors, d'être capable de trouver les bonnes ressources au bon moment et de diriger le client vers ces ressources-là. Une fois le choix fait d'aller vers une ressource, les intervenants peuvent avoir un rôle très important aussi dans l'accueil qu'ils vont réserver aux nouveaux clients, d'être chaleureux, de vraiment là, aller dans les besoins de base. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as besoin d'une douche? Est-ce que tu es fatigué? De vraiment les prendre, les envelopper et les accueillir. Ça a un rôle déterminant dans la suite des choses pour les jeunes adultes. Maintenant, dans le cadre du désistement secondaire, le fait de rester, en fait, de poursuivre leur démarche de désistement, de réinsertion, souvent, ça permet de préserver les relations. En fait, les jeunes en viennent qu'à maintenir leur démarche, souvent pour ne pas décevoir ou pour faire plaisir à un proche. Les proches peuvent aussi, souvent les membres de la famille, offrir un soutien, une aide qui est davantage instrumentale ou concrète. On pense par exemple à rendre visite à des jeunes qui sont dans une ressource avec hébergement. Donc, rendre visite, de s'informer, de suivre le cheminement. C'est une présence qui témoigne du soutien et qui est très importante pour les jeunes. Ça leur rappelle qu'ils peuvent toujours s'appuyer sur eux en moments plus difficiles. Les membres de la famille peuvent aussi être un peu un prolongement là, de l'intervention, donc poursuivre la mise en œuvre du cadre d'intervention. On pense ici à un jeune qui dit que son père et son chum le surveillaient pendant des sorties, par exemple, s'assurer qu'il respectait les règles, qu'il n'entrait pas de drogue là, dans le centre. Et finalement, pendant le désistement secondaire, un nouvel acteur de l'entourage qui fait son entrée, ce sont les collègues, en fait, les autres jeunes qui sont aussi dans le même service que les jeunes, finalement. Alors, toute l'importance du groupe, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers là, avec tous les facteurs d'aide thérapeutique de Yalom, entre autres. On les retrouve dans le discours des jeunes, le fait d'être avec des jeunes qui ont des problématiques semblables à la leur, de voir des jeunes qui s'en sortent, de recevoir des conseils de jeunes qui ont une problématique semblable à eux. Ça aide là, les jeunes dans leur cheminement de réinsertion. En ce qui concerne les intervenants prennent vraiment une place prépondérante là, dans le désistement secondaire des jeunes. Plusieurs jeunes ont rapporté que le vécu expérientiel des intervenants était très important pour eux. Alors, le fait que l'intervenant ait lui-même été délinquant par le passé ou lui-même ait éprouvé des problèmes de consommation, leur procure un peu les connaissances finalement ou la capacité de vraiment bien saisir la réalité du jeune. Alors, les jeunes apprécient que les intervenants partagent ce vécu-là et ça fait aussi d'eux là, une espèce de modèle finalement ou d'espoir de pouvoir s'en sortir. Les intervenants aident aussi les jeunes dans leur processus par leur connaissance du système judiciaire et du processus de réinsertion. Les jeunes se sentent souvent un peu perdus dans toutes ces étapes, dans toutes les technicalités. Alors, les intervenants qui connaissent bien, qui sont capables de les accompagner, de leur expliquer le lien qui existe entre chacune des étapes, finalement, ça leur permet de donner un sens à leur démarche. L'accompagnement également que les intervenants font tout au long des étapes rassure les jeunes et les maintiennent, contribuent souvent à les maintenir là, dans leur démarche. Sentir qu'un intervenant est toujours présent, qui est disponible, qui peut t'accompagner est vraiment souligné par les jeunes. Le lien de confiance qui finit par s'établir permet aux jeunes de se confier sans avoir peur d'être trahis. Alors, c'est quelque chose qui a été très, très important et souligné par les jeunes. Le danger, par contre, avec ce type de relation-là, c'est que vraiment un bris dans le lien de confiance peut avoir un impact là, vraiment très important. La qualité de l'écoute, donc tout ce qui est lié au savoir-être des intervenants, être disponible, pouvoir accorder beaucoup de temps, l'attention, le non-jugement,
et vraiment là, le savoir-être qui est qui est très apprécié des jeunes. Le fait également que les intervenants soient capables d'adapter leur intervention aux caractéristiques du jeune. Ici, on a un jeune, par exemple, qui nous disait qu'on a tenu compte de ses intérêts dans le choix des travaux communautaires qu'il aurait à effectuer par la suite, ou encore un autre jeune qui n'était pas à l'aise en groupe, donc l'intervenant a offert d'adapter l'intervention et de la faire plutôt en individuel. Sont des choses là, qui sont qui aident finalement les jeunes dans leur processus également. Lorsqu'on arrive au désistement tertiaire, le rôle de la famille, en fait, la pression sociale de la famille peut contribuer à maintenir le jeune dans la conformité. Alors, ici, c'est vraiment à cette étape-là qu'on a accès à des valeurs, à des normes, aux représentations de la communauté liées à l'insertion. Et cette reconnaissance-là vient à son tour réitérer l'importance du respect de ces normes et de ces valeurs pour maintenir une place, être mieux positionné finalement dans le continuum des réinsérés. Alors, il y a une phase de pression sociale qui peut être induite par la famille. Il y a aussi la réinsertion sociale signifie aussi que l'on dispose d'un certain capital social que l'on peut activer en cas de besoin, comme le nomme ici Jérôme. Donc, de savoir que son frère peut toujours être là, que c'est des gens qui ne le laisseront jamais tomber, peu importe la situation, s'il se retrouve en détresse psychologique. Par rapport aux intervenants, ce qui a été très apprécié des jeunes, ce sont les intervenants qui sortent du cadre. Alors, sortir du cadre, ça peut vouloir dire, par exemple, accompagner un jeune au-delà de son mandat. Ici, on parle d'une travailleuse sociale de la DPJ qui accompagnait les jeunes et ses parents, même au tribunal, alors que ce n'était pas nécessairement dans ses tâches. Ça peut aussi aller, par exemple, le fait de donner son numéro de téléphone ou d'appeler, de prendre des nouvelles finalement du jeune de temps à autre, d'un petit texto de temps à autre, une rencontre, juste pour prendre des nouvelles et s'assurer que, sa démarche de réinsertion se poursuive et s'actualise. Il y a également plusieurs jeunes qui ont parlé vraiment de liens qui se prolongent et qui souhaitent qu'ils se prolongent en fait. Parce que pour plusieurs jeunes, l'arrêt des services peut être très anxiogène et peut signifier pour eux un danger de retomber, de se retourner finalement vers la délinquance. Ici, on a Nicolas qui ne conçoit pas n'avoir rien une fois que sa probation sera terminée. Je suis rendue trop habituée à ça. J'ai toujours eu, depuis que je suis jeune, un intervenant. Fait qu'on dirait que j'ai toujours besoin d'intervenants quelque part je vais peut-être en avoir besoin jusqu'à 40 ans. Alors, on voit que les intervenants ont une place importante et que les jeunes souhaitent que ce lien-là se prolonge dans le temps. Alors, en guise de discussion et de conclusion, on s'aperçoit qu'il y a des moments clés pour chacun des acteurs. En ce qui concerne le soutien formel, qui provient davantage des intervenants, c'est particulièrement important dans le cadre du désistement secondaire. Ceci va également dans le même sens là, que l'étude de la portée que Villeneuve et ses collaborateurs ont fait dans le cadre du numéro spécial de criminologie. En s'intéressant à l'influence des interventions formelles sur le désistement. Donc, nos résultats vont dans le même sens. On s'aperçoit également que les agents de soutien informels, donc la famille, les membres de l'entourage, ont une importance particulière dans le cadre du désistement primaire et du désistement tertiaire. La forme d'aide peut être en quelque sorte instrumentale, donc des visites plus matérielles, financières, mais les membres de l'entourage, par leur comportement, par leur attitude, par leurs propres habitudes de vie, agissent un peu là, à l'instar de modèles pour les jeunes et peuvent souvent agir aussi à titre de motivation pour initier une démarche ou se maintenir dans la démarche par la suite. Il y a également le caractère prédominant du soutien des membres de la famille dans la trajectoire des jeunes adultes qui transparaît là, dans les résultats. La transition à la vie adulte, c'est une période qui est très riche en transition pour les jeunes. Transition, changement de rôle identitaire également, de rôles sociaux et redéfinition de l'identité.
Alors, la famille, à ces moments-là, joue un rôle vraiment crucial. On sait que la plupart des jeunes, une fois que ce soit post-incarcération ou une fois les services de probation, ou peu importe là, le type de service, une fois que les services prennent fin, c'est vers la famille que les jeunes adultes se tournent. Alors, leur rôle est très, très important dans le cadre de la trajectoire des jeunes adultes. Et comme le souligne notre participant ici, c'est eux autres, finalement, au final, qui vont tout le temps t'aider. Alors, dans les recherches futures, ce serait très important là, de s'intéresser peut-être au vécu des membres de l'entourage pour voir comment on peut faciliter, finalement, le déploiement d'un filet social qui soit efficace pour soutenir la trajectoire de désistement du crime des jeunes adultes. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup, Mme Arsenault, pour votre excellente présentation. C'était vraiment intéressant. Nous allons, dans le fond, passer maintenant à la conférence de M. Ouellet et de Mme Dubois. Ça ne sera pas très long, je vais vous les trouver. Alors, dans le fond, Marie-Ève Dubois est étudiante au doctorat en criminologie à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Sa thèse cherche à comprendre comment les trajectoires conventionnelles et criminelles des individus ont une incidence sur leur processus de désistement du crime. Pour sa part, M. Ouellet est professeur à l'École de criminologie depuis décembre 2012 et chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée. Ses recherches portent sur les carrières criminelles, cherchent à s'inscrire dans le fond le criminel dans sa trajectoire pour ainsi mieux comprendre ce qui dicte les activités criminelles. Il s'intéresse aux paramètres suivants, c'est-à-dire les fréquences des crimes commis, la performance criminelle, gravité, diversification versus spécialisation, les habitudes de codélinquance, le désistement, et qui caractérise dans le fond ces trajectoires. Ces travaux sont réalisés dans la perspective que le crime est un événement qui s'inscrit dans une séquence et un contexte. Il examine les facteurs statiques, c'est-à-dire les caractéristiques individuelles, et dynamiques, les circonstances de vie qui influencent les trajectoires criminelles. Alors, on vous laisse la place. Merci. Je vais laisser Marie-Ève partager l'écran. Je ne sais pas si tu es capable. D'abord, je tiens à m'excuser pour les petits problèmes techniques. J'ai une panne de courant chez nous. Donc aussi, ça me permet de vous dire, si je vous abandonne avant 10 heures, je regarde l'état de ma batterie de façon régulière et j'espère être avec vous jusqu'à la fin. Je suis vraiment désolé. J'ai été obligé aussi de changer de setup parce que dans mon bureau, avec pas d'électricité, on ne me voyait pas. Donc, on va arriver aux choses sérieuses. Donc, l'étude qui nous concerne aujourd'hui. Pour faire une petite histoire derrière l'étude, ici, c'est un projet qui était financé par le FQRSC. C'était une étude qui était destinée à examiner le processus de désistement dans les carrières criminelles dans un échantillon de personnes contrevenantes qui étaient impliquées dans une criminalité lucrative. Ici, on avait fait un effort en plus pour recruter des gens qui avaient eu peu ou pas d'expérience avec le système de justice. Puis en fait, ici, c'était d'aller voir si les paramètres de la carrière criminelle avaient une incidence sur le processus de désistement. Donc ça ici, c'est les données qui étaient disponibles, donc des récits de vie de délinquants impliqués dans une criminalité lucrative. Puis Isabelle m'a approché pour faire une étude sur le désistement approché, invitation que j'ai acceptée. Et ça a permis d'aller voir, en fait, s'il y avait assistance, intervention chez les personnes contrevenantes qu'on avait rencontrées. Mais je vous dis tout de suite, ce n'était pas un projet qui était destiné à aller examiner spécifiquement le désistement assisté. Donc, ça me donnait une posture un peu naïve, mais ça permettait une exploration que je crois qui était intéressante. Donc, si on fait une introduction assez brève, bien, le désistement, c'est en quelque sorte le résultat d'un contexte situationnel dans lequel vont converger un ensemble de facteurs qui vont créer une dynamique qui va être propice à l'engagement puis au changement de l'individu. Pour plusieurs individus, l'arrêt définitif des comportements criminels va s'inscrire dans une dynamique d'aide et de soutien. Donc, on voit ici que l'aide et le soutien vont être très importantes pour une majorité d'individus dans leur désistement.
Donc, ça amène ici toute l'importance et la pertinence du désistement assisté. Ici, je vous propose une définition d'auteur que j'aime bien. Donc, le désistement assisté ici, c'est toute intervention auprès d'une personne judiciarisée qui vise directement ou indirectement le maintien d'une abstinence du crime. Donc, bien que cette définition, je l'aime bien, il reste que lorsqu'on regarde la littérature, on remarque qu'il y a plusieurs définitions possibles du désistement assisté. Donc, ça l'amène par conséquent que la définition conceptuelle du désistement assisté est étendue, puis elle va varier d'une étude à une autre, ce qui fait en sorte que les études sont peu comparables. Il y a aussi la question du contexte de recherche. La plupart des études sur le désistement assisté se sont souvent centrées sur les interventions au contexte correctionnel ou dans les services qui suivaient le contact avec le service correctionnel. Donc, on a laissé dans l'ombre certains contextes où il pouvait y avoir intervention. Il est important de préciser qu'il y a deux types d'intervention. Donc, il y a de l'intervention qui va être formelle, qui va être offerte par des professionnels responsables de la réinsertion sociale. Puis, il va aussi avoir de l'intervention qui va être dite informelle, qui, elle, va être offerte par des intervenants communautaires qui vont souvent être bénévoles. Donc, on sait peu de choses sur l'assistance qui est arrivée dans d'autres contextes, puis on a porté peu attention à voir est-ce que la réceptivité à l'assistance va être influencée, par exemple, par les paramètres de la carrière criminelle. Donc, la problématique qu'on vous propose aujourd'hui, ce qu'on veut aller regarder, c'est on veut aller explorer la présence de désistement assisté dans les trajectoires d'individus qui sont impliqués dans une criminalité lucrative. Donc, comme je vous le disais, on a un échantillon ici qui n'était pas, les récits de vie n'étaient pas spécifiquement orientés pour aller mesurer le désistement assisté. Donc, la première chose qu'on va aller voir, c'est dans combien de récits de vie est-ce que les individus vont reconnaître qu'il y a eu de l'assistance, puis ils vont nous parler de leur assistance. Donc, ils n'étaient pas invités à le faire. On va aller voir dans combien de cas ils reconnaissent qu'il y a eu de l'assistance. On va aller aussi voir, lorsqu'il y a assistance, les différentes manifestations du désistement assisté. Sous quelle forme ça va survenir dans leur trajectoire. Puis, dernièrement, on va aller voir le moment où intervient l'assistance dans le processus. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, en fait, au niveau de la méthodologie, comme Frédéric en a déjà parlé un peu, on a utilisé des données, en fait, ça a été une utilisation secondaire de données collectées dans le cadre d'un autre projet de recherche. Alors, brièvement, on a 27 participants qui ont été recrutés par les médias sociaux, par l'intermédiaire, dans le fond, des partenaires de l'École de criminologie, puis aussi par la technique d'échantillonnage en boule de neige. Alors, les critères d'inclusion qu'on avait, c'était d'abord d'être désisté depuis au moins 1 an, d'avoir été impliqué dans une criminalité qui est essentiellement lucrative, donc on parle de délits comme la fraude ou le vol qualifié, puis d'avoir eu une implication criminelle qui est soutenue et régulière, donc on parle d'une implication quasi mensuelle pour une période d'environ 2 ans. Ensuite, au niveau des instruments et procédures, on a commencé avec un questionnaire qui est basé sur la méthode des calendriers d'histoire de vie. Puis l'objectif, en fait, était de collecter de l'information qui est détaillée sur la carrière criminelle, le contexte, puis les circonstances de vie. C'est un instrument donc qui se divise par thème, qui couvre sur une base annuelle le parcours de vie des individus. Puis, c'est des données, en fait, qui ont été principalement utilisées à des fins descriptives. Ensuite, l'essentiel des données, en fait, va venir des entretiens semi-dirigés, où l'idée était vraiment de laisser les participants raconter leur vie. Donc, à ce moment, les thèmes qui ont été abordés sont l'histoire de vie, le parcours criminel, le succès criminel, le désistement et son maintien, puis tout changement qui sont survenus au cours de la vie de l'individu. Au niveau de l'analyse, on va passer rapidement aussi, là, donc c'est une analyse thématique de contenu où l'idée était relativement à nos objectifs là, de se pencher d'abord sur la présence ou la reconnaissance de l'assistance dans le processus de désistement pour ensuite aller évaluer la manière dont s'organise l'assistance dans ces processus. Donc, pour vous donner une petite idée en fait des caractéristiques de notre échantillon, on a rencontré principalement des hommes qui étaient âgés en moyenne de 38 ans et on voit aussi qu'il y avait des parcours scolaires plutôt variés. Au niveau des paramètres de la carrière criminelle, nos participants ont généralement commencé leur carrière criminelle vers 18 ans. Ils ont eu une durée de la carrière criminelle qui est en moyenne de 16 ans et ils se sont impliqués en moyenne dans 2,5 types
différents là, de crimes. Les crimes les plus communs étaient la revente et la distribution de drogue, le vol, le cambriolage, le vol qualifié, puis la fraude. On a aussi 30% de l'échantillon qui, eux, s'étaient spécialisés dans un seul type de crime dans leur carrière criminelle. Et également, pour vous donner un petit indicateur au niveau de la réussite criminelle, nos participants ont généré des revenus criminels annuels moyens d'environ 126 000 donc par année. Si on en vient à ce qui est un peu plus intéressant, là, donc les résultats, d'abord, le premier volet était la question de la reconnaissance du désistement, en fait de l'assistance, pardon, dans le processus de désistement. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que la majorité de notre échantillon reconnaît effectivement avoir été assisté à travers le processus de changement et qu'on a en fait un petit peu moins du tiers de nos participants qui vont dire en fait qu'ils n'ont pas été aidés ou que l'aide qu'ils ont reçue n'a pas été déterminante dans leur processus de changement. Donc, c'est des personnes qui vont vraiment dire qu'il s'agit d'une décision qui est personnelle et que la seule personne significative dans leur processus de changement est en fait eux-mêmes. Aussi, étant donné qu'on a fait des travaux antérieurs avec ces données-là et qu'on avait découvert un lien étroit entre les paramètres de la carrière criminelle puis la manière dont faisait s'organiser le processus de désistement, on s'est demandé est-ce que justement on pourrait trouver un lien entre les paramètres de la carrière criminelle puis le fait d'avoir bénéficié de l'assistance dans le processus de désistement. Donc, à ce moment-là, on a vérifié avec les données qui ont été cumulées par les calendriers d'histoire de vie. Donc, évidemment, elles sont limitées étant donné la taille de l'échantillon, mais les analyses bivariées ont en fait révélé qu'il n'y avait pas de lien de différence significative entre nos deux groupes, là, donc ceux qui avaient bénéficié de l'aide et ceux qui ne reconnaissaient pas avoir eu l'assistance dans leur processus de désistement. Ensuite, au niveau des formes que prend l'assistance, l'analyse a révélé 3 formes différentes. Donc, pour chacune de ces formes, on a aussi pu observer le mécanisme par lequel l'assistance peut vraiment avoir un impact sur l'individu. On a donc séparé en mécanismes actifs et passifs et différents éléments. En fait, un même élément pouvait agir de manière active ou passive sur les parcours des individus. Pour donner une idée assez brève, l'idée, c'est qu'un élément ou un facteur peut vraiment agir activement auprès de l'individu, notamment au niveau des interactions qu'il va avoir avec lui, alors qu'un élément peut parfois, par sa simple présence, donc au niveau passif, avoir un effet sur l'individu, puis par exemple, le pousser vers la décision de vouloir se désister. Donc, si on y va une forme à la fois, la première, c'est les interventions formelles de désistement assisté, qui regroupent en fait les interventions qui sont faites par des intervenants au service du système correctionnel. Donc, par exemple, ça fait référence à des interventions des agents de probation, des conseillers en milieu carcéral, des agents des services correctionnels. Donc, ce sont tous des individus qui vont avoir un mandat légal à l'égard de leur clientèle. Donc, selon le processus qu'on a considéré actif, les individus, en fait, nous ont mentionné que leur passage en maison de transition ou que le suivi avec un agent de probation a vraiment été aidant à travers leur processus de désistement. On a justement une citation qui témoigne, en fait, de l'idée que le passage en maison de transition pour ce participant a vraiment été déterminant en lui permettant justement l'accès à différentes ressources d'aide dans son processus. Ensuite, pour plusieurs de nos participants, les interventions formelles ont plutôt agi de manière passive sur leur processus de désistement. C'est en fait l'idée que l'incarcération ou l'arrestation va en fait provoquer une prise de conscience chez l'individu. Donc, par exemple, ça peut être une prise de conscience par rapport au coût du mode de vie criminel, le fait de vivre une certaine intolérance à être incarcéré, ou sinon le fait d'avoir peur que la prochaine incarcération soit vraiment longue. Au niveau de la deuxième forme d'assistance, il s'agit en fait des interventions informelles de désistement assisté qui sont faites par des intervenants qui n'auront pas nécessairement de mandat légal. Il s'agit aussi des interventions ici qui sont minimalement structurées. Donc, ça fait référence, par exemple, à des milieux thérapeutiques, à des organismes communautaires. Nécessairement, pour avoir accès à ce type d'intervention, les individus vont généralement faire une demande ou vont être minimalement volontaires là, pour pouvoir y accéder. Ça implique donc que le processus va nécessairement être actif. Le mécanisme, va être actif. Donc, nos participants ont en fait abordé justement que la participation à des programmes en milieu carcéral, la participation
à des thérapies pour traiter des problèmes de toxicomanie ou le recours à différentes ressources communautaires les a vraiment aidés à travers le processus de désistement. On a un exemple ici dans la citation d'un individu qui a su bénéficier de différents organismes dans sa communauté pour répondre à toutes sortes de besoins. Puis, en fait, ça l'a vraiment aidé à éviter de récidiver où, normalement, il aurait fait des vols, par exemple, pour se procurer un savon, alors que là, il a pu avoir recours à une ressource communautaire pour ce besoin-là. Finalement, la dernière forme d'assistance, c'est donc des acteurs ou des institutions qui vont assister les participants de manière informelle, mais non structurée. Donc, la différence avec, dans le fond, la forme précédente, c'est ça. Généralement, en fait, ça va être des membres de la famille, un conjoint, un camarade, qui vont pouvoir offrir un soutien qui va être moral, émotionnel ou même financier. Alors, c'est par exemple des individus qui vont activement pouvoir offrir une source de contrôle social informel ou carrément une source de soutien pratique. Donc, par exemple, un ami qui va aider l'individu à travers ses différentes démarches ou un accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi, par exemple. Sinon, au niveau passif, c'est l'idée qu'il y a plusieurs participants qui ont mentionné que le fait d'avoir une famille ou des enfants, c'était vraiment un élément qui les a aidés à vouloir mettre fin à leur carrière criminelle ou à se maintenir sur la bonne voie. Donc, les participants voulaient éviter de décevoir ou de les faire souffrir là, en recommençant leur comportement criminel. De manière assez similaire, le fait d'avoir accès à un emploi ou un programme d'études pouvait aussi aider les individus à se maintenir sur la bonne voie, puisqu'ils vont désormais en fait avoir trop à perdre s'ils décidaient en fait de revenir dans la délinquance. Et finalement, le dernier volet de nos résultats s'intéresse plus précisément au moment où peut intervenir l'assistance dans les parcours, en fait dans les trajectoires de désistement. Donc, on a pu observer en fait que l'assistance peut aider au niveau de l'amorce du processus, donc en aidant l'individu dans la décision de vouloir mettre fin à sa carrière criminelle, ou sinon au niveau du maintien du désistement. Donc, à ce moment-là, c'est plutôt au niveau de la consolidation de la décision, aussi en aidant à maintenir, dans le fond, l'abstinence des comportements, mais aussi pour être capable de faire face aux différents obstacles que l'individu va rencontrer dans son processus de désistement. Alors, pour certains de nos participants, ils ont eu de l'assistance dans ces deux étapes qu'on pourrait appeler. Pour d'autres, c'était seulement dans l'une des deux, donc soit dans l'amorce, soit dans le maintien. Il n'a pas été possible d'associer de manière très spécifique les différentes formes d'assistance aux étapes du processus de désistement. Par contre, il y a un constat intéressant qui émerge, c'est l'idée en fait qu'au niveau de l'amorce du processus, c'est principalement les interventions informelles et non structurées qui semblent avoir un impact. Donc, à l'exception, en fait, des interventions qui sont formelles et qui agissent par un mécanisme qui est passif, donc ça fait principalement référence à l'effet dissuasif de l'incarcération ou de l'arrestation. C'est principalement les membres de la famille, par exemple, qui vont avoir un impact sur la décision de vouloir mettre fin à sa carrière criminelle. C'est en fait un résultat qui rejoint plusieurs théories du désistement sur l'idée, en fait, que ça va prendre un minimum d'ouverture pour que l'individu puisse être effectivement réceptif à différentes interventions dans l'objectif de se désister. Parfait. Maintenant, si on passe rapidement à l'originalité de la présente étude, un des points ici, c'est qu'on a utilisé un échantillon qui était homogène. Donc, on avait des personnes qui étaient impliquées dans une criminalité lucrative, donc qui poursuivaient des fins qui étaient assez similaires. Donc, un échantillon qui était homogène. Nos participants ont été rencontrés dans un cadre qui était extérieur au service correctionnel. Donc, ça permettait à nos participants, dans leur récit de vie, d'avoir un certain recul par rapport aux interventions qu'ils avaient reçues, mais aussi à l'assistance qu'ils avaient reçue. Donc, ça nous permettait d'avoir une vision qui était élargie, puis ça nous permettait de nuancer aussi l'assistance qui avait été reçue. C'était une collecte qui n'était pas orientée directement vers le désistement assisté, je le disais en introduction. Donc, ici, ça nous a permis d'aller explorer, en fait, dans les récits de vie de nos participants, jusqu'à quel point ils reconnaissaient de manière spontanée qu'il y avait eu des interventions aidantes ou de l'assistance. On a utilisé ici une définition qui était souple.
pour examiner le désistement cité parce que justement, on n'avait pas un échantillon qui avait été collecté, on n'avait pas des données qui avaient été collectées spécifiquement pour la cause. Si on regarde maintenant nos résultats, l'intérêt, ils mettent en valeur l'intérêt du désistement cité dans la compréhension du processus qui mène à la fin de la carrière criminelle. Qu'est-ce qu'on a pu constater? C'est qu'il y avait de l'aide qui était jugée déterminante au désistement. Puis cette aide-là était reconnue dans la majorité des trajectoires criminelles que l'on a examinées. On a pu voir aussi que l'assistance pouvait prendre différentes formes, comme l'a présenté Marie-Ève, qu'elle pouvait agir de deux manières, active ou passive. Puis, on peut intervenir à différentes étapes du processus de désistement à l'amorce ou au maintien de l'abstinence du crime. Nos résultats mettent aussi en évidence l'aspect dynamique qui est derrière la réceptivité de l'assistance. On a vu que on peut en tirer comme conclusion que c'est la convergence et l'interaction de différents éléments. Donc, d'abord, il y a une personne contrevenante qui est disposée. Donc, la réceptivité va dépendre de l'histoire de vie de la personne, de ses antécédents, de son entourage, son niveau d'éducation, ses problèmes de consommation, mais aussi, ça va dépendre des détails de son implication criminelle. Par exemple, des succès dans sa carrière criminelle, mais aussi des échecs qui ont été rencontrés. Et aussi, ce qui ressort, c'est l'importance des circonstances de vie qui vont être opportunes. Ici, ça permet d'expliquer pourquoi les individus ont saisi l'aide offerte. On a pu voir dans certaines trajectoires qu'il y avait plusieurs interventions qui avaient été tentées, mais à un certain moment, l'intervention va être saisie par l'individu. Donc, les circonstances de vie ont vraiment une importance. Puis, qu'est-ce qu'on voit aussi dernièrement, c'est que la forme d'assistance, c'est un mécanisme qui d'action se doit d'être adapté en fonction de la personne puis des circonstances de vie. Puis, très rapidement, parce que le temps file, évidemment, il y a des limites à cette étude-là. La portée des résultats, évidemment, est limitée. Puis comme je vous le disais, c'est un avantage comme c'est un inconvénient. L'étude n'était pas spécifiquement orientée vers la désistement assisté. Donc, on peut penser aussi que nos données sous-estiment l'assistance qui a été reçue parce que ce n'était pas une question qui était directement posée à nos participants. Et les grandes contributions ici, pour conclure, c'est on constate qu'il y a une contribution pratique puis théorique derrière le concept du désistement assisté. Puis c'est un concept qui permet d'améliorer la compréhension de la dynamique derrière, puis les mécanismes qui sont derrière le processus de désistement. Puis ça peut permettre d'orienter l'intervention en réinsertion sociale. Donc voilà, c'est tout. Alors, merci beaucoup, M. Ouellet et Mme Dubois pour votre excellente présentation. Nous allons maintenant passer à la période des questions. Vous aurez dans le fond la chance de poser vos interrogations aux chercheurs. Si vous désirez poser une question, nous vous demandons d'utiliser la fonction « Lever la main » comme on vous envoyait dans le petit guide. Puis aussi, lorsque dans le fond, c'est sur votre tour, bien vouloir vous présenter, mentionner à quel chercheur votre question est adressée. Nous serons prêts à prendre la première question à la suite de la présentation en anglais de Mathilde. Okay, so now it's the question period. We will have 20 minutes. If you want to ask a question, use the tool to raise your hand or mention it in the chat. When it's your turn, please introduce yourself and to whom the question is addressed. Now, so we will take the first question. Oui, donc Marie, vous pouvez prendre la parole si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, désolée, je ne trouvais pas la fonction lever la main. Bonjour, je suis Marie Dumonard, je suis candidate au doctorat en administration publique à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, et en co-tutelle avec l'Université de Rennes 1 en France. Dans ma thèse, je me suis intéressée en fait, à la transition vers l'âge adulte des jeunes qui sont pris en charge dans le système de justice des mineurs ici au Québec. Et donc à leur perception, enfin leur réception de l'action publique socio-pénale au moment de cette transition, donc au moment où ils approchent de la majorité ou lorsqu'ils entrent dans la majorité.
et qui sont suivis dans le cadre de peines effectuées dans la communauté. En fait, j'avais deux questions pour Catherine Arsenault. Merci beaucoup pour la présentation. Je me posais la question en fait par rapport à la section sur l'aide reçue de la part des intervenants. Est-ce qu'il y avait des distinctions en fait dans les intervenants, dans l'aide qui peut être apportée selon l'expérience qu'ont fait les jeunes des différents suivis sociopénaux? Donc selon le cadre d'intervention ou est-ce que c'est des intervenants institutionnels ou communautaires? Donc est-ce qu'il y avait une diversité d'expériences de l'aide qui était reçue? Et également un regard, est-ce que vous avez observé un regard différent entre des jeunes qui étaient suivis dans le système de justice des mineurs versus des jeunes qui sont suivis dans le système de justice pour adultes? Donc ça, c'était une première question. Et puis, ma deuxième remarque ou question, c'était par rapport à la question du soutien apporté par la famille, que je trouvais intéressante et qui est aussi soulevée dans la dernière présentation. Parce qu'il y a certaines recherches qui montrent cette intervention de la famille comme aussi une extension du contrôle pénal qui va se diffuser un peu au sein de la communauté et donc dans la famille avec l'idée d'enrôler la famille dans la surveillance des personnes contrevenantes. Et donc, je me posais la question de est-ce que finalement, votre perspective vous s'inscrit plutôt dans l'idée que c'est plutôt un soutien qui est apporté par la famille, même si vous avez évoqué cette question de la surveillance. Donc, est-ce que parfois les jeunes pouvaient avoir un regard plus critique en fait sur ce rôle apporté par la famille dans la pression sociale et la certaine surveillance qu'ils pouvaient éprouver au moment de leur prise en charge socio-pénale? Before you answer, Catherine, I just want to translate. I'm going to make it very short, the questions that is addressed to you. Marie wants to know if there's a difference between being treated by the penal system for a teenager or the one that is treating adults, and if it gives a different perspective on assisted desistance. And she's also asking, all your presentation point out to the help that the family can provide, but also she's asking, we know also that family can be the extension of surveillance and control from the penal system. And so far quotes are being very positive about help that can be received by the family, but are there other situations where it's mostly just more control? And how do, person talk about that in their quotes? So I guess you can all answer since you all talk about the family, but maybe start with Catherine. Oui. Alors, la première question, il y avait aussi une question sur la diversité des services, s'il y avait une différence selon le type d'intervenant. On a commencé, je l'ai dit d'entrée de jeu, la présentation d'aujourd'hui porte sur 47 entretiens d'un corpus de 147. Donc, c'est des analyses préliminaires. Et je ne l'ai pas précisé, mais ce volet-là est aussi longitudinal, donc il y a plusieurs temps de mesure. Là, ce qui fait l'objet de la présentation, c'est le premier temps de mesure. Alors, il y a d'autres analyses qui vont sans doute suivre. On a déjà amorcé, comme on s'est rendu compte que, on s'en doutait, là, mais la consommation est vraiment omniprésente là, au sein de nos participants. Donc, il y a des analyses là, qui sont en cours sur précisément les services d'aide en dépendance. Donc, ça, c'est en cours. Ça va sans doute faire l'objet de publications ultimement. Mais dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, finalement, on le fait, l'analyse sans distinction. Parce que les provenances sont vraiment très variées. Là. On va de centres pour l'aide à l'emploi, de l'hébergement, c'est vraiment très, très varié. Mais ça va venir. Il y aura des analyses qui seront faites en ce sens-là. Par rapport aux jeunes et aux adultes, la moyenne d'âge, je ne me souviens plus par cœur, c'est 25 ans, si ma mémoire est bonne, de notre échantillon. Le réseau 16-35 vise les jeunes de 16 à 35 ans, mais majoritairement, on a affaire à des adultes. Alors, on n'a pas fait non plus la distinction entre les jeunes
et les adultes. La bonne nouvelle, oh, on va le faire. Oui. On a des personnes qui sont en train vraiment d'analyser spécifiquement les interventions qui sont destinées aux ados. Et ça fera. Mais c'est ça, on est comme au début, hein, ça va durer 7 ans, ce projet-là, mais stay tuned, ça va venir. Oui, mais c'est des pistes, effectivement, qui sont super pertinentes et qu'on va suivre. Et finalement, est-ce que les jeunes ont critiqué un peu plus de façon négative, si je peux le dire comme ça, le rôle de la famille là, qui serait associé à un rôle de surveillance? Dans ce qui est ressorti, non. Ce qu'on voyait, c'est vraiment perçu positivement, que ça les aidait à rester dans le droit chemin, comme certains ont dit, ou ils ne voyaient pas vraiment de façon négative, mais plutôt comme un support très important. Puis même, ils le mettaient parfois en contraste avec le fait d'avoir des amis, par exemple, qui continuent de consommer ou qui continuent de commettre des crimes. Donc, en faisant la balance, ils s'apercevaient que finalement, la famille qui exerçait un contrôle, si on le nomme comme ça, était plus aidante que des amis, par exemple, qui se maintiennent dans un mode de vie qu'ils souhaitent abandonner. Rebecca, would you like to add a thing about that, about how the family can be an extension of the penal system? Sure, yeah, I can't speak to juveniles because women had to be 18 or over to participate in my research. But families were very complicated for the women that I spoke with. I think one of the ways that this works, I mentioned that it was good for women to have supportive families if they could potentially take women's children for a period of time, if women had to go to jail or prison or to a long-term treatment facility. But this was often an extension of surveillance and a source of drama in families, that women might be able to give children to an aunt or to their mother or something like that. But then when they were ready to take the children back, the relative was not always ready to give the children back. And this caused very prolonged conflict in the family. It was still perhaps a better alternative. I'm not sure about the situation in Canada. In the US, there are time limits on how long a child can be in foster care. So if a child is put into a foster home, women have about a year or two, depending on the age of the child, to get their child back. And if they are not ready to take the child back at the end of that time period, the child can be adopted out to another family, and the woman permanently loses custody of that, permanently loses parental rights. When you think about some of the sentences for drug crimes in the US, or the length of treatment programs, that is not a very long time. So women were very incentivized to keep their children out of the foster care system and give them to family, but in many times this turned quite negative. The other thing that I saw as far as the extension of surveillance to the family was, in some situations, retaliatory use of child protective services, that when people got in fights with their family would call child protective services on the woman repeatedly, which meant that she was repeatedly having home visits from child protective services, even if they didn't find anything. Multiple times, this agency was used as a weapon to sort of harass and retaliate in some circumstances. And I don't hold that against the agency. They have to respond to every call. I don't know what the solution is there, but they were certainly being used in that way. Right. Frédéric, Marie-Ève, what about you guys? Did you find extension of anything, control over the family, or were the people, and also if you could, I would like to understand how informal, non-structural, passive or active role of the family, can switch from one or the other, or can they both be present at the same time, or, that would maybe help us perhaps how you saw it in your... OK, ben Maria, je vais te laisser parler du côté actif, passif, non structuré.
Mais en ce qui a trait à la famille, c'est pas quelque chose qui était si, si on parle par exemple de l'enfance, de la façon que c'est traité un peu ici, c'est pas quelque chose qui apparaissait qui était si saillant dans nos données, dans la mesure où, quand on a rencontré les gens, on avait un échantillon qui était pas loin de 40 ans. Donc, il y avait beaucoup, on était beaucoup dans une période on a beaucoup plus parlé de l'âge adulte. On va parler comme de ça. Là où on voyait intervenir la famille, c'était plus comme Marie-Ève le décrivait, c'était comme une espèce de levier, c'était comme la carotte au bout du bâton, c'était de récupérer la famille, donc c'était traité comme ça. Mais on ne retournait pas en arrière autant que ça. C'était beaucoup plus rapide au niveau du début de l'histoire de vie. Mais si je peux compléter aussi, moi, l'idée du contrôle, dans le fond, par la famille, ça me rappelait l'histoire d'un participant en particulier qui nous avait, la fois qu'il mentionnait qu'il avait coaché un peu sa famille pour l'aider, dans le fond, à se maintenir sur le droit chemin. Fait que, tu sais, dans un sens, je pense que, en fait, dans cette histoire-là, c'était peut-être positif que la famille puisse l'aider à avoir, dans le fond, une certaine forme de contrôle ou l'aider à le maintenir dans le droit chemin. Fait que, bon, probablement, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais j'ai en tête cette histoire-là où, en fait, c'était peut-être perçu positivement que la famille puisse avoir une certaine forme de contrôle, dans le fond, sur l'individu. Puis, sinon, pour répondre à la question d'Isabelle, la différence qu'on faisait au niveau du mécanisme actif ou passif, c'est l'idée, par exemple, comme je l'ai mentionné, en fait, un même élément pouvait agir selon les deux types de mécanismes. Donc, par exemple, la mère d'un individu peut agir de manière active avec des interactions. Donc, en aidant vraiment l'individu à travers ses démarches, en le soutenant moralement, financièrement, ce genre de choses-là, alors qu'elle pouvait aussi agir de manière passive dans la mesure où il n'y avait pas nécessairement d'action faite par la mère, mais que la simple présence dans l'entourage de l'individu va l'aider. C'est quelque chose qu'on voyait avec des enfants aussi, dans la mesure où c'est pas nécessairement par des contacts ou des relations directes avec l'enfant que l'enfant va aider l'individu à se décider, mais le simple fait d'avoir une fille va vraiment le motiver à vouloir faire des changements dans sa vie pour pouvoir maintenir le lien, par exemple. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Merci. Okay, so we kind of find similar things, but I think the main difference is that you know, some samples are very more aged, so the influence of the original family is not the same, and it seems that, you know, wanting to have your family back together is a very strong incentive, no matter what, you know, the gender or the age of the person. So that's quite similar from one story to another. May, you have a questions? Oui, bonjour. Du coup, je suis criminologue chargée de formation à l'ENAP, donc l'École nationale d'administration pénitentiaire en France. On a un module en fait dans la formation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, donc un peu l'équivalent de vos agents de probation qui traitent de la désistance. Et en fait, l'école est en train de refondre un peu la formation de ces CPIP en essayant d'inclure au maximum le modèle RBR dans les pratiques en fait, des élèves. Et du coup, il y a beaucoup de questionnements qui émergent par rapport à la compatibilité en fait, entre le modèle RBR et du coup, voilà, tout ce que l'on peut tirer des différentes études sur le désistement et a fortiori le désistement assisté dans le cadre de leur pratique professionnelle. Donc voilà, c'est plus sur si vous avez des notions, des éléments en tout cas sur une compatibilité ou éventuellement une incompatibilité entre ces deux axes de pratique, on va dire. Voilà. Je vais répondre parce que c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe de plein fouet, là, puisque j'ai conduit quand même plusieurs études là, sur le désistement assisté, sa collaboration avec le RBR. Dans le bloc qui précédait, on a eu Chad Maruna qui nous a parlé justement de la différence entre le RBR et la désistance assistée. Puis je vous invite à réécouter là, la conférence quand elle sera disponible. Mais je voudrais que la grosse différence entre les deux, c'est que le modèle de réceptivité besoin-réponse est vraiment centré sur les déficits de la personne, sur ce qu'il faut corriger, sur ce qui pose problème, bon.
Et cette vision-là peut avoir des effets iatrogènes. Donc, on le voit particulièrement avec des adolescents. Il y a eu plusieurs méta-analyses qui ont montré pour que les adolescents qui sont en pleine construction identitaire, se faire rappeler constamment qu'ils ont des problèmes, peut amener les jeunes à se concevoir comme hopeless, on va être toute notre vie des contrevenants, et peut les amener à persister dans leur carrière criminelle. Alors, les deux ne sont pas nécessairement en compétition, mais dans le désistement, on va ajouter l'importance de regarder vraiment les forces de la personne, de repartir de ses objectifs de vie, de se centrer vraiment sur ce qui est positif aussi. Donc, de ne pas perdre de vue les risques, mais de vraiment d'accorder une importance aussi prépondérante à le cheminement du désistement, puis accepter que c'est un processus qui est non linéaire, qui va avoir des échecs, qui va avoir des difficultés, mais de garder espoir que la personne peut se désister. Donc, c'est dans cette optique-là que le désistement assisté ajoute plus un modèle d'intervention qui ressemble au Good Life Model, où là, vraiment, on va montrer que, dans le fond, tous les humains ont les mêmes objectifs de vie, tout le monde aspire à la paix, à la santé, au bonheur, mais que les personnes qui ont des comportements contrevenants peuvent prendre des moyens inadaptés tout simplement pour se rendre aux mêmes objectifs de vie. Donc, il n'y a pas incompatibilité là, ou guerre, ou vraiment ce débat-là est encore présent, mais c'est juste d'ajouter finalement des ingrédients au RBR qui permettraient peut-être à des personnes de se désister davantage que de se centrer uniquement sur les facteurs de risque difficiles. Est-ce que ça veut répondre? Oui. En fait, nous, on s'interroge davantage sur la mesure dans laquelle en fait, les facteurs de protection permettent réellement de contrebalancer la pratique de l'évaluation. Donc, on va dire, à viser, enfin, dans l'état d'esprit, on va dire, du désistement assisté par rapport justement à cette compatibilité entre ces deux modèles, entre guillemets, quoi. Voilà, c'est plus, en fait, dans quelle mesure la pondération est réellement, en tout cas en théorie, soutenable, on va dire, pour nos élèves. Mais voilà. Mais je vous invite à réécouter cette conférence-là. Je crois que vous allez trouver vraiment des outils pertinents là, parce qu'on a vraiment identifié à des moments clés quelles devraient être les pratiques qui sont les plus soutenantes pour le désistement assisté. OK. Merci. Do we have other questions? Une question dans la conversation, c'était s'il était possible de réentendre la définition du désistement primaire, secondaire et tertiaire en français. Tertiaire en français. Catherine, je te laisse y aller. Oui, en fait, ben, désistement primaire, on associe ça souvent à la cessation de la commission des actes délinquants. Désistement secondaire, c'est vraiment un changement identitaire finalement que la personne opère. Et le désistement tertiaire, c'est la reconnaissance un peu de la communauté du changement identitaire de la personne. Je donne souvent l'exemple pour bien l'illustrer, la cessation du tabagisme. Donc, les gens, souvent, à la journée 1 où ils arrêtent de fumer, la dernière cigarette qu'ils fument, ils cessent de fumer, c'est le désistement primaire. Pour le désistement secondaire, souvent, dans leur discours, on va demander « Est-ce que tu fumes? » Au début, ils vont dire « Ben non, je ne fume plus depuis tant de temps. » Puis à un moment donné, ils vont en venir à dire « Non, je ne fume pas. » Donc, de se considérer plus comme un ex-fumeur, mais je ne fume pas tout simplement, le désistement secondaire. Puis si on pousse l'analogie pour le désistement tertiaire, par exemple, le système de santé ou les compagnies d'assurance vont venir qu'à reconnaître la personne tout simplement comme étant non-fumeur après un certain nombre d'années. C'est peut-être une analogie pour aider à comprendre les trois. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière petite question? Quelqu'un veut se lancer? Oui, on a une question. Non, c'était plus une réaction à ta réponse, Catherine. Bon, alors, je crois que c'est ce qui met fin à la période de questions. Peut-être les mots de la fin, Mathilde. Oui. Et dans le fond, c'est ce qui met fin à ce deuxième bloc de conférence. Nous espérons que vous avez apprécié ce qui vous a été présenté. Puis, comme mentionné précédemment, l'enregistrement de ce bloc sera disponible sous peu via des plateformes web qui vont être aussi mentionnées éventuellement. Puis encore une fois, on aimerait remercier tous les conférenciers
et vous, chers participants, pour l'intérêt porté à ce colloque. Merci beaucoup. So it's now time to end our session. We hope you enjoyed it. As I mentioned earlier, the recording of the session will be available online soon. Again, I would like to thank all our speakers and all participants for your interest. Thank you very much and take care. Merci, Frédéric. Merci, Catherine. Thank you so much, Rebecca. It was great to see you. Thank you. It was fun. Hope to see you in real life soon. Someday. Yeah. I never wish so much to go back to the American Society of Criminology. It's like a dream now. I want to go. I want to go. I know. I know. It will be interesting. The first time back will be a big party. Oh my gosh. I cannot imagine how we're going to be so happy to be going to all these conferences back to back like that. Wow, humans! New knowledge! Bravo, Fred! T'as réussi à t'en brancher? Hey, je change que je te l'ai dit, j'aurais jamais pensé pour vrai. J'avais jamais fait cette opération-là. Puis là, à un moment donné, j'étais là, je me disais que mon tour y arrivait, fait qu'il fallait que je fasse vite.